Allez, papa. Non, mais c'est pour la bouteille. Oui, oui. Donc, je vais les donner. Non, il a donné 3 bouteilles. 3 bouteilles. Ouais. C'est à Libreville, capitale du Gabon, en Afrique centrale, que débute notre expédition. Notre objectif pour cette première étape, rallier Franceville à l'est du pays, pour ensuite espérer rejoindre Mombasa au Kenya. Nous avons donc rendez-vous à l'Institut français afin de récupérer Mekamui, sculpture réalisée par Pascal Béjanin et arrivée 2 mois plus tôt avec l'aide gracieuse de l'armée française. Notre mission ? Se servir de l'art pour donner la parole aux Gabonaises et aux Gabonais, faire l'état des lieux d'un pays, d'une partie du monde, au gré des rencontres sur près de 800 km. Ça va être parfait. L'idée, c'est aussi la vision d'un adolescent sur ce qui se passe dans ces pays-là, parce qu'en fait, ils connaissent tous, ces adolescents, ils sont prêts à nous donner tous les conseils du monde, parce qu'ils sont dans leur milieu, dans leur réseau, mais en fait, on s'aperçoit qu'ils savent absolument rien. J'ai essayé de l'imaginer d'abord. Je me suis dit que ça allait être comme dans les films un peu. En fait, je dirais même que c'est même mieux que dans les films. Et là, ça t'a pris combien de temps pour Je pense 6 mois à peu près. ça? Donc, très cool. C'est même lui qui m'a dit à un coup, mais en fait, quand je lui ai montré les premières photos de Libreville avec le gorille qui était à l'Institut français, il m'a dit, mais c'est en Afrique là. En fait, pour lui, l'Afrique, c'est un temps au Congo, c'est impressionnant. Et pourtant, il travaille bien à l'école, il est instruit, mais cette instruction-là, il ne l'a pas. Ceux qui montent pour l'arrière, ici, ou un tout seul, en montant ici pour aller le prendre là, et puis 2 après, là, et puis après c'est tout bon, ça va. Donc, il va regarder comme ça. Ouais. Oui, Donc, pendant que nous, on va regarder devant, lui va assurer nos avis. il assure nos surveille, affaires. c'est ça. Cool. Là, c'est clair. Donc, Et là, attends. on va regarder. Je vais pousser à fond. Attention avec le doigt. Parfait. Cool. Le Gabon, il y a plus de moyens. Lorsqu'on regarde nos pères, pour ceux qui travaillent, et quand on regarde un peu le mode de vie pour certains, c'est vrai qu'il y a les hauts, il y a les hauts et les bas. Mais lorsqu'on regarde ceux qui sont en haut, on se dit le Gabon a l'argent. Mais en regardant le coût de vie ici, par rapport à d'autres endroits, ça dit quand même que le Gabon a de l'argent. On a de l'argent. Les premiers kilomètres pour sortir de la capitale sont déjà très riches en enseignements et en images marquantes. Comme cette rencontre au détour d'un carrefour de la ville avec ces jeunes qui ont su créer leur gagne-pain. Voilà, quand une voiture arrive, on se permet de stationner la voiture. Parce qu'en même temps, quand ils vont faire à leurs occupations, nous, on sauvait les véhicules au cas où. Parce qu'avant, vous voyez, tout le long, il y avait de la casse en fait. Quand quelqu'un garde son véhicule, les mal intentionnés viennent, ils cassent les vitres et fouillent à l'intérieur. Mais depuis qu'on est là, la situation a quand même changé. Ça fait aujourd'hui au moins plus de 15 ans. C'est avec ça qu'on se bat, on se démerde un peu. En fait, c'est un peu ça quoi, la routine. On a aussi les réguliers. Ce qui nous permet un peu aussi de subvenir aux besoins de nos familles, avoir de quoi se mettre sur la dent, pouvoir s'habiller, s'acheter des vêtements. C'est un peu ça. Et à partir de cet instant, si il y a des gens partout dans le monde qui pourront avoir la chance de regarder cette interview, sachez que la vie, il y a des hauts et des bas. Ouais. Mais on a des rêves. Moi par contre, j'ai des rêves. Il dit ce qu'il ne veut pas voir la caméra. Le véritable rêve pour moi, c'est que tout le monde de la terre soit uni. Tout le monde. Comme ça au moins, même le dernier qui sera en difficulté recevra de l'aide de tout le monde. Parce que tout le monde à la base est uni. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, pour moi, toute personne ici a une chance. Comme moi, j'ai une chance, lui, il a une chance. Pas de différence. Tout le monde a une chance de réussir. Pas de différence, l'égalité des chances.
Voilà, maman, 2 enfants. 2 enfants, maman. Moi, c'est Massama, je suis gabonais. Authentique vient d'arriver sur cette caméra, je viens me présenter. C'est le GABON que tu as reconnu. Dans le documentaire, donc il faudra bien poser. Je viens des AKB, mais je fréquente tous les bons quartiers. Les grands disent là où ça va pas, mais j'essaye de m'attacher. Je suis toujours sur un thé, à front de la monnaie, toujours à me garer dans un coin pour mieux les poser. Dédicace tous qui ont pris cette caméra, ceux qui ont pris ce documentaire pour bien le poser. Je suis avec Monu, Posso, Jean-Marie qui vient de causer. Moi c'est Massama, à peine dans le game, je viens de... Il est temps pour nous de quitter Libreville, avec ce message plein d'espoir. Certes, leur quotidien est difficile, mais ils ont su nous transmettre leur vision positive de la vie. La route s'annonce longue et difficile dans ce pays plein de paradoxes où les langues se délient. On appelle ça le Grand Libreville. Donc ça va de là-bas, tout ça c'est le Grand Libreville. Vous avez vu ça? La poussière, les enfants, les femmes, nous tous, on est malades. C'est le gouvernement qui sait pourquoi. C'est pas nous. Pourtant on a du pétrole, on a de l'argent. On ne devait pas souffrir comme ça. Ils s'en foutent en fait. On a des députés qui sont élus, mais quand ils vont là-bas, c'est pour prendre le salaire, ils s'en foutent. Ils n'écoutent personne. Et là, les élections vont arriver, ils vont venir, votez-nous, on va les voter, après ils oublient. Ça ne change rien du tout. Ben, on sait qui sera élu, par la force. On peut voter le contraire, on a toujours voté le contraire dans ce pays. Mais quand on proclame les résultats, c'est quelqu'un qui n'a pas gagné. Vous boudez, on vous tire dessus. On en a marre. Sincèrement, on en a marre. Merci d'être là. Communiquez ça. Il est temps pour nous de faire une pause pour la nuit. Une première étape pleine de surprises. Quand on est arrivé dans le village pygmée, j'en étais même pas sûr de pouvoir être accepté là-bas, je crois. On arrive avec le 4x4 devant le village. Il y a une personne avec une machette qui vient nous accueillir devant le mur. Et après, ils nous ont dit de nous déshabiller, de nous mettre en tenue traditionnelle. Donc là, j'ai été surpris. Parce que déjà, en plus, on était pieds nus. Alors, ça m'a surpris, mais j'ai bien aimé jouer le jeu. Enfin, au tout début, on autorisait le droit d'être naïf. On sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Non, au début, je me suis dit, c'est limite surjoué, c'est limite faux, on dirait que c'est un décor. Bokanjambe, ça signifie le village universel de Dieu. Donc ici, c'est également le siège social de notre ONG, nous avons une ONG à caractère culturel et environnemental, qu'on appelle l'ONG Botamaranga, qui signifie la tribu de la connaissance. Donc on va là-bas vous faire une visite guidée du village. Ouais. Et après vous allez rencontrer le tenant même de ce grand projet. Mais on doit l'appeler comment? Sa Majesté Alumangana. Ah ouais. Alumangana. Sa Majesté Alumangana. Okay. Ça frôle le spectacle, toi. C'est un parc d'attractions. Et puis ils font ce que le public veut. Enfin, Quand ils m'ont dit que les femmes, elles n'avaient pas du tout le droit de sortir du village et qu'il y en a qui avaient 16 ans, qui étaient nés là-bas et qui n'ont jamais vu quelque chose à l'extérieur du village. J'ai vu ça un peu comme une secte au final. Et puis on s'est aperçu assez rapidement que c'était plus un gourou qui... Ah oui, c'est pas sain du tout. Il y a des gens qui croient, enfin comme dans toutes les sectes, tous les adeptes, ils sont persuadés d'être tombés sur un Dieu vivant. Donc ouais, notamment les enfants, c'est un peu gênant, quoi. Nous sommes à Bokanjambe, ce qui signifie village de Dieu, village universel, fondé par ma personne en 2007. Après des expériences assez particulières en forêt, auprès des peuples autochtones du Gabon, j'avais progressé dans cette culture pour rechercher la solution aux problèmes qui dérangent l'humanité.
Ce village deviendra la future capitale mondiale de la spiritualité et de la culture. Malgré le malaise que nous ressentons, la décision était claire. Nous devons rester afin de témoigner de cette expérience. Et la nuit nous donnera raison. Nous allons faire cette cérémonie. C'est une séance de vision qui permet à l'homme de se découvrir, de découvrir son environnement dans la dimension supérieure, dans le monde invisible. Le Bouité Miobé, et dans cette phase, dans ce Bouité Miobé, il y a une perfection de, je crois que vous avez constaté hier soir avec celui qui était là, il a vu des choses, c'était un Australien, il a vu des choses qu'il n'imaginait pas. On amène à l'initiation pour manger iboga sur la natte. Voilà, après l'iboga, après ce voyage, après toutes ces cérémonies, la personne doit passer à un stade d'apprentissage, de la recherche de la connaissance. Car tout pouvoir dépend de la connaissance. Sans connaissance, il n'y a pas de pouvoir. C'est dans l'iboga que le monde retrouvera ses origines et pourra connaître un futur meilleur. Je suis venu pour ces gens parce qu'ils sont perdus. Voilà. La terre est malade, la vie n'est plus paisible sur la terre. La fin des temps est là. C'est la fin des temps. Alpha égale oméga, oméga égale alpha. On est parti du stade 0, on doit repartir au stade 0. La cérémonie dure près de 4 heures. Chaque participant ingurgite de l'iboga, une plante aux racines hallucinogènes. Hommes, femmes et enfants. L'adepte australien, quant à lui, vit son initiation pleinement. Nous le retrouverons cependant le lendemain matin, seul, dans une cave, malade, probablement à cause des substances avalées. Toute l'équipe sort assez perturbée de ce passage sectaire. Mais nous devons continuer, progresser sur la piste, traverser la savane et apercevoir la faune. Notre destination, le parc de la Lopé, l'un des nombreux parcs nationaux au Gabon, d'une superficie de 500 000 hectares et inscrit au patrimoine mondial UNESCO depuis 2007. On trouve dans notre parc toutes sortes d'espèces dans la forêt équatoriale. Grossièrement ici, vous avez dans un premier temps, à première vue, vous aurez le buffle, vous aurez l'éléphant, et qui arrive même auprès des populations, puisque à ce moment on cohabite même avec eux. Pour le cas du gorille, il reste encore dans un espace un peu plus reculé, plus en forêt, dans les galeries forestières. Et là, celui-là, il ne vient pas encore beaucoup dans les villages, mais il reste en forêt. Et il est encore très, on va dire, très discret. C'est pour cela qu'on a du mal souvent à le voir. L'entrée dans la jungle marque un moment fort pour nous tous. Elle est si mystérieuse et immense, si mythique et méfiante qu'entrer en son sein restera mémorable. L'objectif aussi, ça faisait partie des objectifs d'Arcitude, de l'expédition, c'était aller dans la jungle et puis essayer de rencontrer vraiment des gorilles. Et avec notre gorille, notre sculpture. Donc on est rentré dans la jungle, on a beaucoup marché, on l'a déplacé, on en a bavé pas mal.
l'a fait traverser une rivière. Et c'était compliqué de le prendre, parce qu'il doit faire quoi, 150, 200 kilos peut-être, un peu moins. Mais le transporter dans ces milieux-là, c'est compliqué. Et après, on l'a fait poser dans un... Après, l'endroit était beau, ce qui paraît, c'était là où passaient les gorilles. Donc après, on l'a posé là pour la nuit. Il était important pour Pascal de voir son œuvre enfin dans la jungle. Ce qu'il avait imaginé se réalisait enfin. Son rêve ultime, que le gorille vienne à sa rencontre. C'est chargé en émotions que nous abordons notre première nuit en forêt. Un moment choisi par Ghislain pour nous partager son amour pour le gorille. Mon histoire à moi avec le gorille, je suis tombé d'abord amoureux de gorille, c'était avec le film Tarzan. Parce que dans les années 80-90, le film de Tarzan m'avait vraiment émerveillé parce qu'il avait des chimpanzés. Et en grandissant, j'ai eu cette passion. Et par la grâce de Dieu, en 2001, je me fais charger par un gorille et j'ai été émerveillé de voir que le gorille qui a chargé le mâle argenté est venu juste s'arrêter à 4 mètres de moi. Or que nous, dans l'histoire, on nous dit le gorille est agressif et vraiment si tu le rencontres en forêt, tout de suite, il va te manger, il va te déchirer. Et c'est à partir de là que j'étais déjà amoureux du gorille. Avant de rejoindre nos hamacs pour une nuit de repos bien méritée, Ghislain nous convie à une étude peu commune. Ça fait aujourd'hui 10 ans que j'attrape les crocodiles. Je les attrape avec les mains. Et je les attrape pour les étudier. Parce que j'ai constaté que la plupart des crocodiles que je commençais à attraper avaient des blessures. D'autres avaient des bras coupés, d'autres avaient des queues coupées. Et quand je les attrapais, je faisais ma propre habituation des crocodiles. Moi, je vous dis que s'il était embêté, il ne devait plus être là parce que ça fait déjà une cinquantaine de fois qu'on l'attrape lui seul. Depuis 2012 à 2022 aujourd'hui, il y a des crocodiles que j'attrape toujours au même endroit. Et je réalisais cela que, donc quand on tue un crocodile, mais c'est tout l'endroit qu'on tue, parce qu'il n'y aura plus de vie. Généralement, pour ceux qui sont comme ça, il ne faut pas le déposer, parce qu'il va se retrouver, il plie déjà la queue, parce qu'il sait qu'on l'a détaché, donc il veut s'appuyer pour se retourner, pour gaffer derrière. Okay. Ah oui. Ouais, donc il faut vraiment l'eau. Ah oui, il est fait pour toi, ouais. C'est beau quand même. C'est magnifique, hein. Ah, il est beau là quand même. Le lendemain matin, tout le monde s'affaire aux derniers préparatifs pour partir à l'observation du gorille, notamment Marika, notre photographe. Bah là, on prépare le matos photo pour aller dans la jungle. Enfin, on est déjà dans la jungle, mais pour aller essayer de voir les gorilles. Donc, bah voilà, faut que tout soit prêt pour pas louper un moment. Ok, c'est bon, j'essaie de plutôt regarder maintenant. Avant de partir, nous immerger dans la jungle, petit cours particulier avec Guy et Ghislain. C'est le seul cri que les chasseurs utilisent pour appeler les bêtes là. Les antilopes, en fait tous les animaux. La panthère, les gorilles, les chimpanzés, les éléphants, tout, parce que c'est le cri d'un bébé, un bébé sifflant en danger. Et dans mais comment tu fais? On a déjà appelé la panthère est sortie, l'éléphant, même le serpent.
Je te fais quoi? Je te fais... C'est quoi ça? Le singe. Ah, il le fait bien. Hein. Oh, ça va. Chercher le gorille, essayer de le trouver dans son habitat. En fait, il est chez lui, donc il fait ce qu'il veut, il connaît tout par cœur. Donc on a notre guide aussi qui connaît par cœur les gorilles, qui connaît par cœur l'habitat du gorille. J'étais sûr que ce qui criait hier, c'était ça. Un gorille qui est arrivé hier. Tu vois la trace. Parce que hier, quand je suis parti appeler, il y avait un cri que je n'arrivais pas à localiser. Un gorille qui est venu visiter la structure hier. Ce qui est sûr, il va encore revenir pour s'assurer exactement de ce qu'il a vu hier. Avec Ghislain, pour chercher un gorille, c'est quand même un peu dangereux, on le suit. Et dès qu'il nous dit de nous arrêter, on s'arrête d'un coup. Il nous disait de nous taire, on se taisait, il nous disait de marcher, on marchait, on s'arrête. Quand il nous dit de marcher plus vite, on marche plus vite. Quand il nous dit de lever bien nos pieds pour pas faire de bruit, on lève bien nos pieds pour pas faire de bruit. On se baisse. Enfin, dès qu'il entendait un bruit, on se baissait tous, on le suivait. Ah, lui, il y va au feeling, à l'instinct, je pense. Vu qu'il a beaucoup d'expérience, des fois, il voit des indices, enfin, des espèces de choses pour se guider. Et je pense qu'il suit son instinct, ouais. Cette première journée de marche ne rencontre pas le succès espéré, mais aucun des membres de l'équipe ne s'imaginait trouver le gorille si facilement. On a fait le tour de l'habitacle des 12 spécimens, mais rien, pas un bruit, rien. Non, là on ne s'est pas vu, c'est que sûr. Ils sont sortis peut-être de la zone pour aller à la rivière. Boire, oui. C'est qu'on a vu les empreintes qu'on a vues hier ici. Donc ils étaient déjà sortis. Et là, vu qu'il y avait... Parce qu'il arrive parfois, le mâle se détache du groupe pour faire le tour. Faire l'état des lieux, savoir s'il n'y a pas un ennemi, s'il n'y a pas un concurrent. Oui, oui. Bon, là, le programme, on va repartir au campement de base avec la structure. Et après, on va repartir tout le long de la rivière. La décision de poursuivre sur la piste fut unanime et Ghislain nous propose de rejoindre Mi-Congo. Pascal et Malo à l'arrière avec Mekamui, Marika et Alizé coincés avec le reste du matériel à l'intérieur. La progression en 4x4 n'est pas de tout repos, sans compter sur la poussière qui vient maquiller nos visages, imprégner nos vêtements. Et la piste choisit elle aussi de nous piéger. Allô, tu as déjà vu comment est-ce qu'on change une roue une fois? Allô? De quoi? Comment changer la roue? Non. Ah. C'est vrai que nous on très rarement. Ça devrait être bon là. Tiens Malo, tout ça. Ça t'aurais pu quand même crever l'autre soir à 21h. C'est cool parce que vraiment... Tu vas nous faire une leçon sur comment changer une roue? Oui, non mais j'apprends en même temps. Vu que j'ai jamais crevé. Non, on rigole un peu. On révise notre code. Ouais. Tu sais, on fait les commères sur le bord de la route. Oh, il fait ça bien, il fait ça pas bien. Non, attends, on va faire un truc drôle. C'est ici? Ah, j'ai soulevé le camion. Ah, cool. Voilà, c'est bon. Et après, on recommence à refaire tout en quinconce, puis à fond. Non, à l'opposé. Si tu as fait celui-là, tu viens vers celui-là. C'est pour éviter que ça se serre de travers. Bon, c'est mignon ça, Malo.
Voilà, ouais. C'est beau mignon là. Et en plus, il a fallu qu'ils viennent changer une roue en pleine Afrique. Hein. T'as un chiffon à J5 quelque part, quelque chose? Hop, sur le doigt. Tu as touché un truc ou c'est que là? Je sais pas, ça bouge, mais c'est tout timide quoi. Tu peux verser de l'eau dessus? Ouais. Verser de l'eau nettoyée, puis on met le chiffon, et puis on continue. Quoi. Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Non. Ça va, Tu te sens pas bien? Ça va, hein? T'aimes pas le sang? C'est pas ça, c'est que c'est... C'est quoi? Ça va. De toute façon, quand quelqu'un est blessé comme ça, il faut dire que ça va. T'avais pas du scotch, Cédric, toi? T'avais pas un rouleau de scotch? Moi, il est dans... Non, c'est moi, mais il est... C'est pas où il est? Tu vas dans ton sac. T'as pas idée de... Enlève le mouchoir. Enlève le mouchoir. Tiens, tiens ici. Non, moi je pense qu'il fallait faire au-dessus de ça, quoi. Quoi, Je fais tout le tour? Non, c'est pas grave. Je prends l'épaule. Je te prends l'épaule avec? Ah oui, ça va être sympa quand on va enlever le scotch. Oui, c'est ça que je crains. Ah, oui, voilà, là c'est bon. Pas tout autour. Pas tout autour. Ah si, parce qu'après... Non, mais après pas trop serré. Attends. Oui, bah c'est pas trop serré là. Non, ça va. Parfait. Attends, parce que je vais quand même en remettre un. Non, pas trop. Après, moi j'ai ce qu'il faut au pansement et tout. Hein. T'as ce qu'il faut, ok. Elle a un bloc opératoire. Un bloc opératoire Mais toi portatif. qui voulais... Le premier truc qu'elle a dit en sortant de la voiture, c'est « Est-ce qu'il faut te recoudre ?» Non, en vrai, je pourrais pas s'il est pas anesthésié, j'oserais pas. Oui, mais ça va là. Les jours se succèdent et toujours pas de gorilles. L'équipe ne perd pas sa motivation, le moral est bon et chaque pas dans cette forêt représente un nouvel espoir. Les forêts tropicales, elles sont particulières par rapport aux autres forêts. Donc c'est des forêts qui se développent dans des zones qui sont chaudes et pluvieuses. Très souvent, on estime qu'il faut au moins 1500 mm d'eau par an pour qu'une forêt tropicale puisse se développer, c'est-à-dire 1,50 m d'eau cumulée. Et ouais, c'est des niveaux de biodiversité qu'on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire que sur un hectare de forêt, en fait, on a plus d'espèces d'arbres que dans l'ensemble de la France métropolitaine, quoi. La particularité la plus grande de la forêt africaine, c'est que c'est une forêt qui a, entre guillemets, coévolué depuis très longtemps avec l'homme. Ce qui fait qu'on a une forêt en fait, qui porte partout l'empreinte de l'histoire partagée avec l'homme. Quand on se pose la question de dans quel état elle est, il faut regarder d'un côté l'Afrique de l'Ouest et de l'autre l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est une forêt qui a plutôt été préservé en tant que système forestier. Disons que
la surface du bassin forestier originel est encore aujourd'hui très largement forestière à 80-90%. Voilà. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est plus du tout le cas. En Afrique de l'Ouest, les populations humaines sont en densité plus importante, l'histoire partagée est longue, et puis il y a aussi des trajectoires de développement qui sont beaucoup plus agricoles, qui fait que le massif est beaucoup plus morcelé, fragmenté, qu'on estime à une perte de 80% de la surface forestière d'origine, mais qui est très variable entre les pays. Donc le site appartient à la NPN en fait, maintenant. Oui, le site appartient à la NPN, mais... La forêt et la faune vivent ensemble pour tout un tas de raisons. D'abord, la faune, beaucoup d'arbres forestiers sont pollinisés par la faune, hein, donc par les insectes, par les chauves-souris qui pollinisent, par les oiseaux, etc. Et puis, beaucoup d'essences forestières sont aussi disséminées, cette fois plutôt par les singes, les grands mammifères, qui vont manger les fruits et qui vont les déféquer plusieurs centaines de mètres, kilomètres plus loin, et donc participer à la survie des espèces dans le paysage. La forêt peut se maintenir un petit peu, quelques temps, à l'échelle de la forêt, hein, donc quelques centaines d'années sans la faune, mais très rapidement ça marche plus très bien. Il y a des risques climatiques, mais qui sont peut-être un peu moindres qu'en Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des risques liés au fond, à l'évolution, à l'évolution des sociétés humaines et au choix qu'elles vont faire de vivre avec la forêt. Maintenant, on est dans un monde qui est complètement mondialisé, avec des enjeux économiques et des enjeux politiques qui dépassent largement ce niveau local. Le devenir de la forêt ne dépend pas simplement de la relation homme-nature à un niveau territorial, mais aussi des grands équilibres économiques, la stabilité des régimes politiques. Déjà, je ne m'attendais pas à marcher autant. En fait, même si les paysages c'était toujours les mêmes, c'était la vraie jungle, elle était bien dense. Et des fois, forcément, je m'ennuyais. Mais quand je regarde autour de moi, j'étais toujours surpris, j'étais toujours content de voir la jungle. Je me lassais pas. Ouais. Toutes ces heures, c'était entre 8 et 10 heures par jour, pendant 5 jours de suite, je crois. Oui, en fait, j'étais toujours à l'affût, je regardais tout, j'observais tout. Même si la forêt, on a l'impression que c'est toujours la même chose, mais il y a des bruits, des odeurs, et puis des fois c'est dense, des fois moins, il y a les rivières, tous les passages à faire, les fourmis qui nous chopent le mollet. Là, nous sommes à la cascade et depuis le matin, déjà depuis hier, on a vu les traces de gorilles qu'on était en train de suivre et on est venu dans cette zone-là dans l'espoir de les voir. Et depuis le matin, le tour qu'on a fait, on n'a encore rien vu, même pas les nouvelles traces. Donc là, nous allons repartir dans la zone que nous avons vu les nouvelles traces fraîches hier, dans l'espoir de retrouver les traces d'aujourd'hui. Donc là, dans presque 1 heure, on sera dans l'endroit là où on était hier. Et voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu pas joli. Jusqu'aujourd'hui, on n'a encore rien vu. Mais la journée n'est pas encore terminée et on a l'espoir qu'on va voir quelque chose aujourd'hui. On cherche quand même, on marche beaucoup. Et on voit rien, donc on savait que c'était pas une garantie, mais c'est un peu pénible, il faut prendre sur soi. Je
suis déçu de ne pas avoir vu le gorille, mais en même temps, je suis content de ne pas l'avoir vu parce qu'il est chez lui, puis ça montre que ce n'est pas un parc d'attractions non plus. On n'est pas... En fait, on ne commande pas. Donc on ne l'a pas vu, mais c'est bien, mais on a tout fait pour le voir. On l'a frôlé parfois, notre guide nous disait qu'il n'était pas loin, qu'il nous observait, on ne l'a pas vu. Tant pis, mais ça prouve qu'ils sont vraiment sauvages et qu'on ne peut pas les approcher comme ça. De retour au camp, la déception est bien présente. Mais notre objectif a toujours été de ne pas tricher, montrer la réalité. Le temps pour nous de faire le point et préparer la suite de l'aventure. On a marché quoi, 26 heures en tout? 16h30. Depuis le début? Depuis hier. Ah, depuis hier. 16h30. Voilà. Je suis fatigué quand même. C'est bon? De quoi? C'est bon? De coquelon. Les sorties comme ça, c'est long un peu? Oui. Mais ça va quand même. Je suis triste pour Ghislain qui n'arrive pas à se connecter avec ses gorilles. Ghislain, triste de n'avoir pu nous offrir cette rencontre si espérée, se charge de créer une béquille de fortune afin que lui et Pascal soignent Mécamui, qui lui aussi est marqué par son voyage. Avec les secousses de la piste, la patte elle était comme ça avant. Elle s'est enfoncée de ce côté-là, elle est partie de ce côté-là. Et elle est bancale. Alors je prendrais bien le risque de mettre un cric ici, d'écarter, mais j'ai peur que ça pète. Donc on va mettre une béquille de là à là. On va jusqu'à Franceville. À Franceville, on va tout ressouder. On écartera et on ressoudera pour renforcer tout l'ensemble. Et il y a plein d'endroits à renforcer, il y a plein d'endroits. Il fait du bruit, là. Il a quand même souffert, quoi. Et s'il veut traverser toute l'Afrique, eh ben, il va falloir le renforcer de temps en temps, faire des étapes. On peut trouver Plein de citrons. encore ton citron. Et si on va pêcher tout à l'heure, on pourra manger le poisson avec les citrons. Voilà. Notre dernier repas dans la jungle restera un bon moment de partage. Ghislain et Malo au fourneau, le moral revient. Et la suite de l'expédition nous attend pour rejoindre Franceville. Comment on appelle de terre. Normalement, j'ai 2 enfants adoptés. L'ADN d'Arsitu, c'est quand même d'aller donner la parole à ceux qu'on n'écoute pas, ceux qui dérangent pas, ceux qui servent à rien aux yeux des autres. Notamment les pygmées dans le deuxième village qu'on a visité, eux, ils pensent qu'ils sont moins importants que les éléphants. Parce qu'on protège les éléphants, on protège les animaux, on protège tout, mais les éléphants, ils viennent piétiner les plantations. Donc ils ne peuvent pas se nourrir, donc les villages sont abandonnés. Et s'ils ont le malheur de tuer un éléphant ou un gorille qui vient les attaquer, ben, ils risquent la prison. Pourquoi le village est installé aussi près de la route? Parce qu'il y a plein de poussière. La poussière, bon, avant il n'y avait pas cela. Avant il n'y avait pas de cela. Avant, nos aïeux étaient d'abord là, avant que la route ne puisse passer. C'était juste une piste, la forêt a une piste. Ouais. Avant que la route s'installe. Et ça, c'est parce qu'on a tenu le cœur. On ne peut pas abandonner le village, c'est parce que les bêtes sont en train de nous faire salir. On ne peut pas. On ne plante plus parce que, à cause des éléphants, nous sommes envahis par les éléphants, donc on n'arrive même pas à planter, on n'arrive même pas à récolter et dit au moins peut-être même la vente dit que non, on va vendre un peu de tubercules, un peu de la banane pour qu'on puisse trouver un peu le litre d'huile, donc tout est compliqué chez nous. La chasse, on en fait quand même, mais c'est mauvais pour la vente. Ah, donc vous avez le droit de chasser pour manger, mais pas pour vendre. Pas pour la vente. Ouais, mais il faut bien que vous viviez. Maintenant, c'est que nous n'avons rien.
Donc vous avez du mal à planter, à récolter ce que vous plantez, vous avez du mal à chasser. Nous sommes dans ces mains posées. Nous ne faisons plus rien. Et le gouvernement, il fait quoi pour vous? Il ne fait rien. Ils nous ont promis une barrière, il n'y a pas la barrière. Ah, une barrière pour protéger des éléphants. Mais il y a ils ont fait dans d'autres villages voisins. Ils ont fait, mais s'il n'y a pas. Toujours dans des promesses, on va le faire, on va le faire, on va le faire, jusqu'à alors il n'y a rien. Donc nous sommes déjà, je ne sais pas, abandonnés. Il n'y a rien qui change. Et l'État ne nous voit pas. Donc là, c'est le village ancestral. Oui, c'est vraiment le centre du village. Si vous êtes malade, s'il se passe quelque chose, vous êtes loin de tout, vous n'avez pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule. Vous faites comment pour les soins? C'est la partie là, tout ça c'est compliqué. Donc, ici là, on a passé des moments difficiles ici. Ouais. Lorsqu'il y a les pluies, quand la route est coupée là-bas, les gens sont ici là. On marche d'ici jusqu'à Lopé à pied. 52 km. 52 km. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade, il faut l'emmener à 52 km et le faire soigner. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé de marcher pour arriver à la Lopé. Vous êtes isolé, quoi. Voilà. Oublié. Oublié. Ah, les mots. Les femmes sont même découragées parce que quand vous voyez même cette année-ci, elles n'ont pas de pousser. Regarde tout ça là. Parce que à cause des animaux. J'ai bien vu que les femmes étaient en colère. On sent qu'il y a de la colère là. Oui, bien sûr. C'est le cœur lourd et impuissant que nous reprenons la piste. Nous quittons ce village unique mais si semblable à ses frères au Gabon. Toujours enrobé de poussière, la fin du chemin au Gabon est proche. Nous rejoignons le CIRMF, Centre international de recherche médicale, créé en 1974. Le CIRMF, en fait, à l'origine, c'est un centre qui est créé pour comprendre les raisons en fait, de la baisse de, comme ça, de fertilité au niveau du Gabon. À l'époque, c'était montré comme un problème de santé publique, les problèmes de fécondité au Gabon. Donc ça se retrouve aussi en Europe. La plupart des expérimentations sur les singes, c'est aussi pour régler ces problèmes-là, vieillesse et fécondité. C'est après, ayant compris que l'origine du faible taux de naissance était liée aux maladies infectieuses, qu'après le centre en fait, s'est spécialisé dans tout ce qui était maladies infectieuses. Les maladies qu'on retrouve chez l'homme en fait, sont d'origine animale, donc des maladies qu'on appelle plus des maladies zoonotiques. Et chez les animaux, les primates sont les plus proches de l'homme. Et donc, les primates, ils avaient été pris en fait, comme des modèles pour pouvoir comprendre en fait, l'écologie notamment de ces maladies-là. Parce qu'on se disait que si on comprenait comment la maladie se développe en fait, chez les animaux, on pouvait, chez les primates, on pouvait mieux adapter le modèle en fait, chez les populations humaines. Et donc, ce qui a fait qu'il y a eu notamment la création du centre de primatologie, avec l'arrivée des animaux, en fait, où il y a eu pendant un temps des phases d'expérimentation.
Moi, ça m'a vraiment intrigué parce que le chimpanzé, depuis petit, c'est mon animal préféré. Et là, je l'ai vu vraiment de très près et dans des cages. On voit qu'ils sont malheureux. Il y a certaines images où il y a le désespoir qui est dans leur regard. C'est affreux, quoi. Là, c'est très triste, on le voit clairement, ils sont arrivés à 1 an et aujourd'hui, ils ont 42 ans, 43 ans. Ils ont connu que le centre de primatologie. L'exemple des macaques qui avaient été comme ça achetés pour l'expérimentation animale, notamment pour le chikungunya, comme je disais, qu'on ne peut pas libérer en fait, ici. On est obligé de garder ces espèces-là jusqu'à ce que, comme ça, mort s'en suive. Coucou Charlie, ça va? Charlie, ça va? Oh, ça fait longtemps. Heureusement, les tests médicaux ne sont plus d'actualité. Et afin de rendre la vie des captifs moins pénible ou plus heureuse, ils peuvent compter sur Save Gabon Primates, une association à but non lucratif qui agit pour leur réhabilitation, leur bien-être et leur conservation. Et à chaque fois que je leur rends visite, je leur donne ça. Parce que je sais qu'ils en raffolent. Oui, les feuilles de papaye. Attention à ton doigt. Donc ça sont les mangabés à collier, communément appelés des torcatus. Ouais, c'est une espèce endémique au Gabon. On trouve au Gabon. Donc c'est impossible de les relâcher en forêt là. Ils ne pourraient pas survivre, ils n'ont pas l'habitude. Ces derniers, il est pratiquement impossible de les relâcher. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été récupérés chez des particuliers. Et comme on vous expliquait, lorsqu'on récupère des sujets chez des particuliers, on fait ce qu'on appelle la quarantaine. Et au cours de cette quarantaine, il y a un check-up complet de tous les examens, virus, parasites, bactéries et tout ça. Donc, au cours de ces examens, lorsqu'ils souffrent d'une pathologie à déclaration obligatoire, il est vraiment impossible de pouvoir les réintroduire en milieu naturel. Donc, c'est un peu ça. Donc, la conclusion, c'est qu'après, ils restent ici, quoi. Oui, oui, ils restent ici. Parce que c'est définitif, s'ils ont des pathologies. Oui, voilà, ils restent ici. Mais ceux qui sont clean, qui n'ont pas de pathologies à déclaration obligatoire, on les relâche dans leur zone de répartition. Parce qu'ils ne sont pas partout dans le Gabon. Et vous faites encore des tests médicaux? Non, non, non. C'est vraiment proscrit. Tout ce qu'on fait, c'est du non-invasif. C'est à partir des fécès, des pathologies qu'ils ont contractées de manière naturelle. C'est juste du soin, quoi. Il n'y a pas de science, de recherche scientifique. Non. Pour le moment? Lorsque on saisit par exemple un individu et qu'il a un pathogène qu'il a acquis de manière naturelle, nous étudions également l'écologie de ce pathogène au sein de son hôte en fait. Voilà. De manière naturelle, vraiment acquis de manière naturelle. C'est l'heure du bilan. Nous avons passé 12 jours au Gabon, rencontré les Gabonaises et Gabonais avec qui les échanges ont été plus qu'enrichissants. Le fossé qui sépare ce pays et la France est gigantesque. Cette expérience, elle a été marquante. Moi j'ai adoré là-bas ce voyage. En fait, chaque moment, il n'y a pas un moment où je me suis dit j'aimerais bien rentrer. J'ai appris qu'en France, par rapport à certains pays dans le monde, on est bien. Même nos problèmes, ce n'est pas des vrais problèmes par rapport à eux. Et eux, ils ne savent même pas s'ils vont manger demain. Eux, ils ne sont pas dans une société de consommation. Donc ça m'a fait changer ma vision des choses par rapport à ça. Orsitu remplit bien sa mission. L'idée première d'Orsitu, c'est d'aller à la rencontre des gens,
c'est l'or témoin du monde. L'or casse les barrières, libère les paroles. Il n'y a plus ce côté argent, il n'y a plus ce côté malsain. Je négocie, j'essaie de... ce jeu de rôle. La discussion est saine. Ensuite, ils veulent savoir ce qu'on fait ici, pourquoi on se promène avec cette sculpture et ce gorille en acier. Les coulisses de l'Afrique, voilà, les coulisses on parle toujours des beaux trucs, des belles plages, des machins, on ne parle jamais d'eux. Et puis le sourire de la population qui nous croisait, les signes, toutes ces rencontres, oui, c'est positif. Ouais. Enfin, on a laissé, dans la tête de tous ces gens-là, on a laissé quelque chose, quoi. On n'est pas passé inaperçu, ça c'est sûr. Non, puis si c'était à refaire, je pense que je le referais. Nous repartons avec les sourires des scouts de Franceville. Nous laissons Mekamui jusqu'à notre retour dans 1 an. Nous le guiderons jusqu'à Mombasa au Kenya, à l'est de l'Afrique, avec l'espoir non dissimulé de rencontrer le gorille.